Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Madiba Club. Je suis Ekele Biha et aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer pour vous Monsieur Jean Van Meter, CEO de Enabel depuis 2017. Alors le but de cette interview sera de faire connaissance donc d'abord avec Monsieur Van Meter, ensuite avec Enabel et leur mission, en quoi est-ce que ça consiste précisément. On va également faire le point sur la situation économique actuelle du continent africain. On va également parler de la place des diasporas africaines au sein d'Enabel, si elles ont une place, en quoi est-ce que ça consiste. Et on va également faire le point sur le nouveau gouvernement belge, le gouvernement de Wever, qui a décidé de couper les subsides pour tout ce qui est aide au développement. Monsieur Van Meter, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Donc, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à être maintenant à la tête de Enabel? Mais bonjour, et tout d'abord merci pour l'entretien, ça me fait vraiment plaisir parce que je suis moi-même un ancien étudiant de l'ULB, l'école de commerce Solvay, et j'ai toujours trouvé que les universités belges devaient s'ouvrir à l'international et la Belgique en particulier, donc votre initiative est vraiment fort appréciée. Alors comment je suis arrivé ici? C'est un parcours un peu atypique puisque j'ai fait Solvay et donc j'étais prédestiné à une carrière plus classique entre guillemets de consultant en stratégie et management, donc j'ai commencé comme consultant pour Arthur Andersen. Et j'avais peu de connaissances à l'époque de la coopération internationale, et c'est via mon épouse que j'ai rencontré à Solvay aussi, qu'on a bifurqué dans ce secteur. D'abord, je l'ai suivi au Cambodge, où je suis devenu chef de projet pour l'ONG Handicap International, et petit à petit, j'ai évolué dans le secteur. On a vécu 15 ans à l'étranger, 3 ans au Cambodge, presque 7 ans en Chine, et ensuite presque 7 ans en Tanzanie. En Tanzanie, je travaille pour une ONG britannique, où là, j'ai réussi à recombiner finalement mon intérêt pour le secteur privé avec l'intérêt de la coopération internationale, puisque j'avais un double rôle de directeur pays pour l'ONG, mais aussi responsable de tout ce qui est partenariat avec le secteur privé, principalement anglais. Et l'Angleterre avait à l'époque déjà un footprint assez important dans la coopération entre le secteur privé et le secteur public sur le continent africain. Et je suis revenu en Belgique il y a 7 ans, et donc depuis 6 ans comme directeur général de Enable. Et pouvez-vous alors plus définir en détail les missions principales d'Enabel et quelle est votre place justement au sein de cette organisation? Donc moi je suis le CEO, donc directeur général de l'agence. Alors Enable, c'est l'agence belge de coopération internationale. Là c'est un petit scoop, avant on disait agence belge de développement, mais on a décidé depuis l'arrivée du nouveau ministre des Affaires étrangères Prévost de rebaptiser agence belge de coopération internationale pour sortir de cette logique nord-sud, des logiques un petit peu paternalistes de coopération-développement comme c'était dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on est Enable? On est une structure assez particulière, on a un statut hybride. On est une société anonyme de droit public, donc ça veut dire qu'on est une entreprise, mais détenue à 100% par l'État. Et on a été créé il y a 8 ans sous l'impulsion du ministre De Croo, à l'époque, qui était ministre de la coopération au développement, et qui a voulu créer une agence assez agile pour pouvoir opérer dans différents contextes et pour pouvoir réunir différents types d'acteurs. Et donc, on était appelé avant la coopération technique belge et on est devenu Enable avec ce rôle, ce jeu de mots, Bell de Belgique et Enable comme Enable en anglais, donc rendre possible. Et c'est vraiment ce qu'on est. On est un acteur en fait qui met ensemble différents acteurs, forcément nos partenaires dans les pays dans lesquels on travaille, mais aussi le secteur public belge et le secteur privé, et ainsi que la société civile. Donc pour moi, le développement, c'est un triangle avec un gouvernement, un secteur privé et une société civile. Et les trois doivent être forts pour assurer le développement d'un pays. Et finalement, nous, on est un peu au milieu des trois et on essaye de mettre les différents acteurs ensemble. On est une entreprise, c'est-à-dire qu'on est 2400 personnes, donc on n'est pas un petit acteur, on est sur le continent africain une des principales agences. On travaille actuellement dans 21 pays, 18 sur le continent africain, ensuite Proche-Orient avec la Palestine et la Jordanie, et alors plus récemment on a ouvert un programme en Ukraine. Donc on n'a plus uniquement l'exclusivité africaine, on est également dans d'autres contextes qui demandent le rôle d'une agence comme la nôtre, c'est-à-dire un facilitateur de changement en mettant ensemble différents acteurs. Notre force, c'est une présence de terrain local, donc on a, je disais, 2400 personnes. La plupart de nos collaborateurs ou collaboratrices sont des personnes des pays dans lesquels on travaille, qui connaissent très bien les contextes, et on amène à côté de ça un écosystème d'expertise.
Alors maintenant qu'on a une vision plus précise donc de votre rôle au sein de l'agence et aussi des missions de l'agence, je pense qu'il serait aussi judicieux d'aborder la situation économique du continent africain. Donc selon vous et selon Enabel, quels sont les grands défis économiques que l'Afrique doit relever aujourd'hui? Mais je pense que le premier défi, c'est de changer l'image du continent à l'international et de se rendre compte que l'Afrique, c'est 54 pays qui ont des dynamiques finalement assez différentes et des dynamiques propres, avec des économies qui fonctionnent très bien, voire très bien, et des économies qui sont plus en difficulté. Et donc, on travaille depuis quelques années avec une organisation qui s'appelle Rebranding Africa, qui veut montrer des initiatives prises par le continent africain pour le continent africain, mais de sortir un peu de cette image Afrique est un tout et parfois l'image négative véhiculée par les médias occidentaux. Quand on écoute les nouvelles ici en Belgique sur le continent africain, on va parler de la crise au Congo, le conflit avec le Rwanda, on va parler de la crise au Soudan, au Sud-Soudan, des crises humanitaires, mais on parle rarement des succès économiques de la Tanzanie, du Botswana, du Sénégal, etc. Et donc, pour moi, il y a plusieurs économies africaines et pas une économie africaine. Par contre, il y a un point commun à tout, c'est le potentiel énorme, étant donné la croissance démographique et le fait que l'Afrique, le continent africain, va faire 4 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. Alors que l'Europe, au même moment, rétrécit, puisque notre population vieillit, et la productivité par tête en Belgique et en Europe en général n'augmente plus. Donc le poids relatif en fait de l'Europe par rapport à l'Afrique ne peut que baisser, puisque notre population vieillit, diminue, et en même temps notre productivité est stable. Alors que du côté du continent africain, ça peut faire qu'augmenter, le nombre d'habitants augmente, ça c'est une évidence, mais la productivité par tête, étant donné qu'on part de niveaux plus bas, ne peut qu'augmenter. Donc moi je suis très positif en fait sur le développement économique du continent, inquiet des problèmes de gouvernance qui existent encore dans un certain nombre de pays, inquiet par rapport à la dette, donc il y a vraiment un énorme problème d'endettement de beaucoup d'économies africaines, même des pays comme le Kenya, qui sont des success stories au niveau de l'innovation, au niveau du digital, au niveau de l'intelligence artificielle, a un passif de dette qui rend l'action publique difficile et qui rend le métier de la coopération finalement utile, alors qu'on en parlera tout à l'heure, mais que les budgets de la coopération internationale diminuent. C'est une erreur parce que des pays qui ont un énorme potentiel mais qui ont un endettement historique risquent de se retrouver coincés, et je pense qu'il faut continuer à travailler avec ces pays pour sortir de cette spirale négative. Donc, message clé, c'est pas une économie, mais des économies, un potentiel énorme via la jeunesse, et un handicap qui est la dette. Ok. Donc vous suivez l'avis de ceux qui disent que le continent africain est un continent d'avenir. Et alors, ma question pour vous est qu'est-ce que ces différents pays, ces différentes économies peuvent mettre en place justement pour que le continent devienne une véritable puissance économique? Très bonne question. Pour moi, le premier ingrédient, c'est la gouvernance. Hein. Il n'y a pas de secret. Le développement d'un pays se fait quand il y a un pacte entre l'élite, entre guillemets, du pays, mais au sens positif du terme, et donc pas uniquement l'élite autour d'un gouvernement, mais la société civile, le secteur privé, et un secteur un peu plus large qui a un consensus que le potentiel du pays doit bénéficier à l'ensemble de la population. Et vous prenez... donc ça, c'est le premier exemple. L'exemple le plus concret à donner, c'est la République démocratique du Congo, qui est un pays riche de par ses ressources naturelles, de par son potentiel au niveau de la biodiversité, de par sa population qui est en croissance. Et donc, comment mettre ces ingrédients au profit du développement socio-économique du pays, c'est là la clé. Et là, c'est la bonne gouvernance qui est, je pense, l'élément central. Le deuxième élément, c'est forcément l'éducation et avoir une main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est l'éducation de base, mais aussi universitaire et formation professionnelle. Et finalement, la création de valeur ajoutée sur le continent pour éviter qu'on soit juste des pays exportateurs de matières premières, mais surtout que le pays fasse la transformation. L'exemple du Congo est encore un, ou la Guinée. La Guinée, par exemple, a énormément de bauxite. Le Congo a tous les minéraux rares qui sont nécessaires pour les batteries de voitures électriques, cobalt, nickel et autres, mais aussi lithium, mais aussi pour les composants électroniques. Et donc, quand on parle finalement de
d'autonomie stratégique de l'Europe, l'Europe n'aura pas son autonomie stratégique sans avoir des partenariats avec le continent africain, parce que beaucoup des ressources naturelles sont là. Donc comment l'Afrique peut mettre ça à profit pour sa propre économie, c'est en ayant des partenariats qui permettent de transformer ces matières sur place sur le continent. Et donc pour ça, à bonne gouvernance et bon niveau d'éducation. Et troisième chose, un secteur privé local compétent. Donc c'est pas uniquement former les gens pour avoir de l'expertise technique, mais c'est aussi développer l'entrepreneuriat. Je donne toujours l'exemple, si demain, dans le secteur de l'hydrogène vert, qui a un potentiel important pour le monde, comme énergie propre, si une entreprise européenne veut aller investir dans un pays en Afrique, elle va regarder si elle peut recruter des gens localement, mais elle va aussi regarder si elle peut sous-traiter la mise en œuvre du projet à des entreprises locales. Si on n'a pas, elle va faire venir des entreprises étrangères. Et là, de nouveau, la création de valeur n'est pas au bénéfice du pays. Donc, il faut absolument créer cet écosystème pour que la création de valeur soit faite localement. Mais là, de nouveau, l'élément central, c'est la bonne gouvernance et la vision à long terme d'un gouvernement. Aussi, alors peut-être investir dans des meilleures infrastructures, c'est ça? Tout ce qui est éducation, etc. Oui, donc c'est une bonne question. Il n'y a pas que, quand je parle de bonne gouvernance, c'est aussi évidemment avoir l'infrastructure qui permette d'attirer l'investissement. Donc oui, effectivement, le réseau des routes, les ports sont également des éléments centraux. Mais c'est pas suffisant. Oui. Il faut, pour moi, en fait, la complexité de notre métier, c'est que à la fois, il faudrait tout faire, mais en même temps faire des choix. Et donc, parfois, dans les coopérations, on en reparlera après, mais sur la coopération internationale, on a des ministres de la coopération qui veulent « Ah, moi, je veux que du social, l'éducation, de la santé », mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi de l'infrastructure. Et inversement, il y a d'autres ministres qui disent « Non, moi, je veux que de l'infrastructure, mais ce n'est pas suffisant si tu veux avoir le développement. » Donc, finalement, c'est cette combinaison de différentes approches qui font qu'il y a un développement socio-économique. Okay. Et je pense aussi un truc qui peut contribuer au fait qu'il y a un manque d'infrastructures, c'est aussi peut-être la fuite des cerveaux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, que beaucoup de jeunes Africains vont faire leurs études donc en dehors du continent africain, surtout en Europe ou en Amérique du Nord. Et une fois les diplômes en poche, ils ne retournent pas au pays, ils restent sur place. Donc peut-être à voir si ça peut. Mais c'est un bon débat sur les. Mais pour moi, c'est toujours bénéfique. En fait, je crois beaucoup à la mobilité. Et si on regarde le développement de l'Europe, ou le développement des États-Unis, ou le développement de la Chine, ça s'est fait sur la mobilité aussi, les États-Unis sont développés grâce à finalement des migrants européens qui ont été aux États-Unis, qui ont développé le continent. Donc pour moi, ce serait une erreur de limiter les échanges à la fois d'avoir des jeunes Africains qu'on empêcherait d'aller en Europe parce qu'on aurait peur de la perte de cerveau, et en même temps d'empêcher les Européens de venir investir et d'envoyer des ressources techniques en Afrique parce qu'on n'a pas envie, entre guillemets, d'avoir des Blancs qui travaillent en Afrique. Si vous regardez ce que la Chine a fait, pour moi c'est un bon exemple. La Chine s'est développée énormément à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, même le troisième quart entre 1975 et les années 2000, la Chine a fait venir énormément d'entreprises européennes avec des politiques extrêmement ouvertes d'investissement européens et américains en Chine, mais en étant très exigeants sur le transfert de know-how et de compétences. Donc ils disaient, venez investir chez nous, mais on veut assurer un transfert de technologie, et on veut aussi que les entreprises chinoises soient toujours dominantes en termes de pourcentage de ownership. Donc il y avait toujours une règle, un investisseur étranger n'aura jamais plus que 49,9% des parts, sera toujours 50,1% dans les mains des Chinois. Et ça leur a permis en fait de développer leur économie tout en attirant des talents étrangers. Je pense que sur le continent africain, c'est la même logique, il faut plus d'échanges des deux côtés. Donc pour moi, fuite des cerveaux, je trouve que c'est un risque, mais court terme. Sur le long terme, on a tout intérêt à avoir des échanges. Ce que je constate aussi dans les mouvements de diaspora, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent aller réinvestir sur le continent. Et ça se voit de plus en plus. Si vous regardez des pays comme le Bénin, par exemple, les conseillers du président sont la plupart des gens de la diaspora béninoise qui ont étudié dans les meilleures universités aux États-Unis et en Europe et qui sont de très bons conseils pour le président actuel. Voilà.
Donc l'essentiel, c'est de trouver un juste milieu justement qui bénéficie autant du continent africain que ses partenaires, qu'ils soient européens ou même américains ou même chinois. Mais c'est un peu la tendance que prend la coopération internationale. C'est un peu controversé ce que je veux dire, mais je pense qu'on est en partie responsable de la perte de budget. Si nos politiques voient la coopération internationale uniquement comme de l'aide à des pays pauvres, forcément, la tentation de réduire le budget sera plus forte, parce qu'on va dire on a d'abord nos besoins à nous. Si on voit la coopération internationale comme un partenariat mutuellement bénéfique, je pense qu'il y aura plus d'investissements. Je reprends l'exemple des matières premières. L'intérêt de développer les filières des métaux rares en RDC est autant l'intérêt du Congo pour donner de l'emploi, des ressources aux populations locales et bénéficier à l'économie du pays, mais c'est aussi l'intérêt des entreprises européennes qui ont besoin de ces matières premières de base pour leur industrie. Actuellement, l'Europe a perdu un peu la place qu'elle avait dans ce secteur-là. C'est beaucoup d'entreprises chinoises qui exploitent les métaux rares. Je pense que pour l'Afrique, ce serait bénéfique d'avoir un partenariat avec l'Europe sur le même thème, mais avec des contreparties bien étudiées, dans une vraie logique de partenariat négocié, entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a pour vous, qu'est-ce qu'il y a pour moi, et c'est ça, là, pour moi, j'ai toujours plaidé que la coopération soit un vrai équilibre, ou 50-50, que l'intérêt commun soit mieux défini. Parce que dire que c'est de la charité, on va juste aider l'Afrique, c'est faux. Oui. Ou si c'est vrai, ce sera alors que des petits budgets. Ce qui est finalement le cas actuellement, puisqu'on voit que les budgets diminuent. S'il y a un vrai intérêt mutuel, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que du coup, les budgets seront plus importants, le transfert de technologie plus important, mais il faut pour ça une bonne gouvernance dans le pays de base. Ok, donc vous avez mentionné donc le gouvernement de Wever, notre nouveau gouvernement belge, qui a décidé de couper les budgets en matière d'aide au développement humanitaire, etc. Et comment est-ce qu'Enabel prévoit alors de pallier à cette baisse de financement de l'État belge? Mais c'est une tendance générale, donc ce n'est pas une tendance que de l'État belge. La plupart des pays européens ont réduit leur budget de la coopération. La France, c'est moins 32%, l'Angleterre, moins 40%, l'Allemagne en cours de négociation, mais ce sera entre 30 et 40%. Donc la Belgique s'inscrit dans cette tendance, et puis il y a la tendance américaine qui est encore pire, parce que là, ils ont presque tout coupé, 83% du budget de la coopération américaine qui a été coupé. Nous, je dirais qu'on l'a anticipé en tant qu'Enable, donc on a diversifié nos sources de financement. Donc depuis 5 ans, on a une stratégie qui s'appelle Act for Impact, et qui a voulu finalement être moins dépendant d'un seul bailleur de fonds, mais d'être plutôt une agence qui travaille avec plusieurs types d'acteurs. Donc on travaille avec l'État belge, mais on travaille aussi avec l'Union européenne, et on travaille avec des fondations comme la Fondation Gates par exemple. Donc on est forcément affecté par ces coupures budgétaires, mais moins directement que si on était 100%, je dirais, financé par ces sources. Or je pense qu'il faut continuer à démontrer auprès du grand public pourquoi on fait ça, et pour ça changer le narratif. Moi je suis encore surpris quand je parle à des amis, ou encore que la plupart de mes amis qui ont fait Solvay, même si je leur explique le métier qu'on fait, dans l'imaginaire collectif, ça reste encore de la charité. Et c'est extrêmement difficile à leur faire comprendre, comme je parlais de partenariat mutuel, de partenariat stratégique autour des métaux rares, de partenariat stratégique autour du climat, ou de partenariat stratégique autour de la démographie. Ça reste difficile à comprendre. Et donc, j'ai un slogan actuellement qui s'appelle R&R, comme on dit en anglais, dans le domaine humanitaire. R&R, ça veut dire le Rest and Recovery, c'est-à-dire quand vous travaillez dans des conditions difficiles, on vous donne du repos pour reprendre des forces, donc Rest and Recovery. Et moi, j'ai changé le terme R&R et fait Resist and Reinvent, résister et se réinventer. Et résister, parce que c'est résister pas au changement, mais résister à la tentation de réduire la coopération internationale. Parce qu'il y a actuellement un mouvement un peu qui fait effet boule de neige. Je pense qu'il faut résister et donner des arguments aux politiciens pour dire, écoutez, c'est peut-être une erreur de couper ces budgets parce que c'est un investissement stratégique à long terme et pas juste des dépenses. Il faut le considérer comme un investissement et pas comme une dépense. Et puis réinventer, parce qu'il faut admettre que le secteur doit évoluer dans un contexte qui a changé.
Et réinventer, ça veut dire changer le narratif, mais aussi changer la manière dont on opère, travailler beaucoup plus en synergie avec d'autres, et notamment le secteur privé. Et ça, c'est ce que vous voyez chez Enable. On a développé actuellement plus de 60 accords de partenariat public-public avec d'autres institutions publiques belges et internationales, et également maintenant plus de 30 partenariats avec des entreprises. Ça, c'est relativement nouveau, donc on n'a pas ou plus le tabou qui existait avant de dire où la coopération ne va pas travailler avec le secteur privé parce que le secteur privé a des avantages. Ici, non, on reconnaît l'expertise que peut amener le secteur privé et l'intérêt mutuel qui existe de travailler avec eux. Donc c'est ça, réinventer le métier. Et donc vous avez parlé donc d'essayer de convaincre vos amis pour leur dire que la coopération c'est pas juste la charité. Ouais. Vous avez brièvement parlé aussi des acteurs politiques parce que vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes quand même amené à discuter avec des acteurs politiques. Et quels sont les principaux arguments justement que vous les présentez pour leur dire qu'il ne faut justement pas couper les budgets? Pour moi, c'est une bonne question parce qu'on dit toujours la coopération n'est pas politique, c'est politique. Oui. Moi, je pense qu'il faut ne pas avoir d'hésitation là-dessus. Pourquoi c'est politique? Parce que, l'argent qu'on met sur la table, finalement, ne représente pas grand-chose. Le budget d'Enable, c'est 400 millions d'euros. Si vous regardez les profits d'une entreprise comme Total, c'est 25 milliards d'euros, rien que les profits. Donc, soyons un peu raisonnables, 400 millions d'euros, finalement, ce n'est pas des gros montants. Donc, si on veut avoir un impact, il faut qu'on ait un levier politique pour avoir l'impact. Donc ça, pour moi, ce serait faux de dire qu'on n'est pas politique. Deux, quels sont les arguments que j'utilise? Les projections long terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique va faire 4 milliards d'habitants en fin du siècle. L'Europe va passer de 450 à 300 millions d'habitants, donc diminue. La productivité par tête en Europe est flat, stable, ne peut plus augmenter, même avec l'intelligence artificielle et les dernières technologies. Tous les économistes sont d'accord pour le dire. La productivité par tête en Europe ne va pas augmenter. Donc faites l'équation, population diminue et la productivité par tête est flat, notre poids relatif au niveau économique ne fait que diminuer. Alors qu'à côté, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, 14 km, vous avez une population qui ne fait que croître actuellement et dont la productivité par tête ne peut qu'augmenter. Donc, mon argument politique de dire on a actuellement un partenariat avec ces pays-là qui est nécessaire pour eux et pour nous, c'est un intérêt mutuel, n'allons pas couper dans nos budgets qui permettent de garder ces partenariats. Intéressant, la semaine passée, le jour où certains pays annonçaient encore des coupures budgétaires dans leur coopération, le ministère des Affaires étrangères chinois a publié un spot sur les réseaux sociaux en disant que la Chine augmentait son investissement dans la coopération internationale, en disant pour la Chine, tout ce qui est global solidarity était essentiel. Et donc, c'est aussi l'autre argument que je donne, c'est que si on quitte ce secteur, d'autres viennent. Oui. Et donc, ce n'est pas que la Chine, l'Inde, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, de plus en plus de pays africains eux-mêmes, le Maroc, l'Égypte, commencent à investir aussi dans la coopération avec le reste du continent. Et donc, l'argument que je donne aux politiciens, c'est de dire, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez finalement arrêter quelque chose qui marche relativement bien, qui permet à la Belgique d'avoir une relation privilégiée avec une série de partenaires stratégiques dans un intérêt mutuel, et est-ce que vous êtes sûr de vouloir laisser la place à d'autres qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de prendre cette place. Et c'est ça l'argument que j'utilise. Donc la coopération, comme vous dites, ce n'est pas juste d'humanitaire et jeter de l'argent aux pauvres, comme les gens aiment bien dire. Non, pour moi, c'est un investissement, c'est aussi peut-être dans le narratif, le terme d'utiliser plutôt investissement plutôt que dépense. C'est un investissement stratégique pour notre monde en commun. On est dans un monde qui a des défis globaux. J'en ai déjà mentionné quelques-uns, le climat, l'énergie, la démographie, la sécurité, ce sont des défis collectifs. Et pour résoudre ces défis collectifs, il faut travailler ensemble. Et donc c'est un investissement pour travailler ensemble sur nos défis collectifs. Et quand on utilise cet argument-là, je pense qu'on est plus écouté à la fois du politique, mais aussi du grand public. Alors donc on a abordé plutôt tout ce qui est le budget de financement de Enable et l'importance de conserver la coopération. Et maintenant, je pense qu'il est temps donc d'aborder cette mission.
Donc on a une stratégie qui s'appelle Act for Impact et qui est axée autour de 4 défis globaux. Un, c'est le climat. C'est facile à comprendre. Pour l'expliquer, la deuxième réserve de biosphère au niveau mondial, c'est le Congo. Préserver ou ralentir la désertification du Sahel, c'est aussi l'intérêt commun de la planète. Faire en sorte que les pays africains développent des énergies propres plutôt que développer l'énergie fossile, ce n'est pas uniquement l'intérêt de ces pays, mais c'est l'intérêt de la planète. Je dis toujours, si les 4 milliards d'habitants en Afrique consomment comme on l'a fait dans le passé ici, c'est toute la planète qui va en souffrir. Et donc, c'est l'intérêt commun d'investir dans le climat et les énergies propres. Donc ça, c'est le premier axe, énergie et climat. Deuxième axe, c'est tout ce qui est sécurité, paix, stabilité. Donc ça, c'est aussi une spécificité de la Belgique, c'est d'avoir misé nos investissements de solidarité internationale dans des pays plus fragiles. Donc là, c'est les pays du Sahel qui ont connu des coups d'État et qui sont en proie à l'instabilité à cause des groupes djihadistes. C'est l'Ukraine dans laquelle on travaille, ou c'est la Palestine. Donc on est aussi présent dans des contextes d'instabilité, voire de guerre. Et là, c'est comment on amène un état de droit et comment on amène, vraiment, on rétablit le service public dans des contextes fragilisés. On travaille là-dessus sur des questions de police, de défense. On a ce qu'on appelle l'approche 3D, développement, diplomatie et défense. Donc ça, c'est des approches très spécifiques à certains contextes fragilisés par des guerres, des conflits ou du terrorisme. Deuxième axe. Troisième axe, c'est la mobilité humaine. Et là, c'est l'axe de dire on accepte le fait que la mobilité est un fait. On n'essaye pas de ralentir l'immigration, mais plutôt, comme on disait tout à l'heure, c'est de voir comme une opportunité dans les deux sens. Et donc, on a des projets autour de la mobilité entrepreneuriale, par exemple, de faire venir des entrepreneurs, on l'a fait avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où, en accord avec l'Office des étrangers en Belgique, on donne des permis de travail pendant 6 mois à des entrepreneurs de ces 2 pays pour venir ici en Belgique. On les met en contact avec l'écosystème entrepreneurial belge et on essaie de créer des duos d'entrepreneurs, entrepreneuses, qui vont recréer des nouvelles joint ventures dans les pays d'origine ou ici. Et donc créer de l'emploi et de nouveau dans une logique de sens. On a aussi des projets qui visent à former des techniciens informatiques au Maroc ou en Tunisie pour les faire venir travailler en Flandre pour répondre à la main-d'œuvre, aux pénuries de main-d'œuvre. Et là, il y a une logique de win-win parce qu'on va dire oui, vous formez fouille de cerveau. Non, parce que les gens qui vont travailler ici vont peut-être être mieux formés et à un moment donné retourner dans leur pays d'origine. C'est ce que vous voyez déjà avec la diaspora marocaine et de plus en plus de gens de la diaspora marocaine qui en fait retournent investir au Maroc et notamment dans les régions plus pauvres du Maroc et donc pour moi c'est sur le long terme c'est bénéfique. Donc c'est tout ce qui est mobilité entrepreneuriale. Et le quatrième axe c'est tout ce qui est biens publics globaux, santé mondiale. On l'a vu avec le Covid, un virus ne s'arrête pas aux frontières et donc c'est l'intérêt commun d'avoir que l'Afrique puisse vacciner ou que l'Afrique puisse produire des vaccins locaux quand il y a un virus comme le Covid ou d'autres qui peuvent arriver demain, puisqu'on sait que Covid c'était malheureusement un avant-goût, il y en aura d'autres, et donc comment c'est ton intérêt aussi d'investir dans la santé globale. Et ce n'est pas uniquement dans la vaccination, mais c'est aussi bâtir des systèmes de santé résilients et formés, et avoir des systèmes d'assurance maladie, etc. Donc, bien public global, santé. Là, il y a aussi tout ce qui est éducation. La même chose, intérêt commun d'investir dans l'éducation. Et il y a tout ce qui est aussi food system, donc système alimentaire mondial, qui sont aussi, là, on le voit avec des chaînes de valeur globalisées, l'intérêt de travailler sur la durabilité de la chaîne de valeur dans son ensemble. Donc ça, c'est les 4 axes. Donc climat, paix, stabilité, sécurité, migration / mobilité humaine et biens publics globaux. Ok, et ça peut peut-être sembler un peu vague pour des gens qui ne connaissent pas encore d'agence de coopération. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de missions concrètes et comment est-ce qu'elles ont pu impacter les populations locales ou même la Belgique Mais, le projet le plus concret, je trouve que c'était des projets qu'on monte maintenant, donc je ne peux pas encore vous donner des résultats.
mais on travaille sur les corridors stratégiques, donc c'est le développement des ports et le développement de l'interland derrière le port, construction de routes, couloirs stratégiques qui permettent de désenclaver des pays enclavés. Donc un exemple, c'est Cotonou-Niamey, donc Cotonou au Bénin, un port. Pourquoi c'est un bon exemple? Parce qu'en fait, dans notre vision de la coopération, ce qu'on veut faire aussi, c'est travailler avec nos partenaires sur quoi la Belgique est forte. Donc, la Belgique s'est développée historiquement, si vous regardez le développement de la Belgique, ça s'est fait autour des ports. Bruges, Gand, Anvers étaient, depuis le XVe siècle, c'est ça qui a fait la richesse du pays. Hein. C'est vraiment le développement du commerce autour de ces villes. Et encore maintenant, le développement économique et social de la Belgique se fait en grande partie autour des couloirs logistiques. La Belgique est un pays ouvert au commerce mondial. Et donc, le continent africain, c'est la même chose. Ils doivent développer leurs ports, développer leur infrastructure et tout l'écosystème autour de ça. Donc, on a une valeur ajoutée puisqu'on a un écosystème d'entreprises et d'experts dans ce domaine-là. Donc, on est compétitif par rapport à d'autres. Ces pays-là en ont besoin avec un impact concret. Donc, je vous donne un exemple d'impact. Le fait d'avoir travaillé sur le port de Cotonou, la contribution de l'activité portuaire au PIB du Bénin a doublé depuis qu'on est intervenu. Donc, l'État béninois a doublé ses ressources fiscales grâce au développement du port. Et ça, c'est une intervention directe d'Enable. Donc, un impact énorme. Mais pourquoi je donne cet exemple? Parce que c'est un impact qui va dans les deux sens. Donc, un impact sur le Bénin. Mais évidemment, c'est l'intérêt de la Belgique, puisqu'on a également des liaisons portuaires entre le Bénin et la Belgique. Donc un port du Bénin plus efficace rend aussi les connexions avec le port d'Anvers plus efficaces. Et alors, il y a un autre bénéfice pour nous aussi, trafic de drogue. 40%, on pense que le problème de drogue, ici, vient de Bruxelles ou Anderlecht, mais non, le problème de drogue, c'est le commerce mondial. 40% de la drogue du port d'Anvers vient de Guayaquil en Équateur, en passant par des ports africains. Donc travailler sur la sécurité des ports, c'est l'intérêt du pays même, mais c'est aussi l'intérêt de la Belgique. Donc pour moi, ce projet autour des corridors stratégiques est un bon exemple. Okay. Et en tant que femme d'origine africaine et féministe aussi, il y a un projet de Enable que j'aime bien suivre chaque année régulièrement, c'est le prix AWA. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez raconter en quoi est-ce que ça consiste brièvement? Donc le prix AWA, c'est une initiative de notre ancienne ministre de la Coopération qui était aussi féministe et qui voulait mettre en avant l'entrepreneuriat féminin sur le continent. Et donc c'est un prix décerné chaque année à une femme entrepreneuse. Il y a plusieurs catégories, innovation, scale-up, il y a 4 catégories, prix du public aussi. Et donc on a mis en place ce prix il y a 3 ans maintenant, c'est déjà la 4e édition. Et donc, met en avant une entrepreneuse dans un secteur particulier. Ce qu'on offre, c'est du coaching, l'accompagnement de l'entreprise que la personne a montée, de la visibilité internationale, de la mise en réseau. Et donc, c'est une bonne manière, effectivement, aussi de montrer des success stories et de ne pas uniquement, entre guillemets, montrer de la misère. On montre qu'en fait, l'entrepreneuriat et l'innovation peuvent créer de l'émancipation. Et ce n'est pas uniquement l'émancipation féminine, mais c'est aussi l'émancipation tout court du continent et la création d'emplois via l'entrepreneuriat. Et donc, vous avez parlé de création d'emplois, d'impact sur les populations locales. Beaucoup de gens à la vision voient donc tout ce qui est coopération, aide à l'humanitaire, aide au développement comme quelque chose, un héritage du colonialisme, et quelque chose de très paternaliste. Alors comment est-ce qu'au sein d'Enable, vous faites en sorte que vous n'ayez pas cette démarche-là et vous assurez que vos actions ont des effets concrets et bénéfiques aux sociétés locales? C'est une très bonne question. En fait, tout le modèle historique de la coopération est né d'une certaine manière du colonialisme, dans le sens que si vous regardez les acteurs de la coopération du passé, c'était principalement les pays européens, puis les États-Unis et entre guillemets les pays riches. Et donc, c'est pas que la colonisation, c'est aussi le décalage de richesses. Le modèle de base de la coopération internationale était les pays riches ont une dette vis-à-vis des pays les plus pauvres et on va aller redonner, on va aller aider ces pays à se développer. Et ça, pour moi, ça n'a plus lieu d'être maintenant parce que la notion de pays riches et de pays pauvres est différente.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Comme je disais, dans nos sources de financement, on veut être aussi financé par d'autres types d'acteurs et pas uniquement par des gouvernements occidentaux. Donc ça pourrait être aussi des financements qui viennent des pays dans lesquels on travaille, ce qui change aussi le rapport de force. Deux, la manière dont on travaille est très locale. Donc on a énormément de collègues qui sont, la plupart de mes collègues sont du continent. Dans tous les pays, on a des conseils stratégiques nationaux des pays dans lesquels on travaille qui conseillent nos programmes pour s'assurer qu'on soit bien ancré dans les dynamiques locales. Et alors dans la gouvernance, j'ai voulu changer mon comité de direction en changeant la loi, parce que la loi belge m'obligeait à avoir tous les membres du conseil du comité de direction devaient être belges. Et là, on a ouvert, ma directrice des ressources humaines est sénégalaise. Et c'était plus que symbolique, parce que c'est une fonction de direction, mais deux, c'est aussi les ressources humaines. Et donc, c'est de montrer l'importance qu'ont nos ressources humaines des pays dans lesquels on travaille dans la direction, finalement, que prend Enable. Donc ça, c'est une deuxième chose, c'est la politique des ressources humaines. Troisième chose qu'on fait, c'est le type de programme, comme je l'ai dit, qui sont beaucoup plus basés sur l'intérêt mutuel plutôt que la logique de charité. Et en fait, quand vous parlez à des dirigeants africains, c'est les premiers à le dire, si vous voulez décoloniser la manière dont vous fonctionnez, vous devez accepter de parler d'intérêt mutuel. Et finalement, il y a un paradoxe, ceux qui sont les plus à dire qu'ils veulent parfois décoloniser l'aide sont parfois ceux qui imposent plus leurs standards. Oui. Ça veut dire aussi décoloniser, accepter que la priorité du pays partenaire ne soit pas la nôtre. Ça voudrait dire que si je vais travailler au Burundi et que le Burundi me dit ma priorité c'est la sécurité, mais si moi je dis non, moi je vais faire que l'éducation, ça c'est... Finalement, si je suis dans ma logique d'intérêt mutuel, ça ne tient pas la route. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente, d'avoir un thème qui convienne aux deux parties de manière égale. Et ça, c'est parfois paradoxal parce que certains gouvernements européens vont dire oui, moi je veux décoloniser, être à l'écoute du partenaire, mais en même temps j'impose mes thèmes. Il faut accepter en fait que l'opinion occidentale n'est pas une parole sacro-sainte. Voilà. Et travailler du coup sur des thèmes qui sont parfois moins sexy. L'exemple de l'énergie est un bon exemple. Il y a des pays africains qui demandent à l'Europe de les aider dans la politique nucléaire. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Alors que maintenant, ça fait polémique, ce nucléaire. Oui, voilà. Mais et nous, parce qu'on a une nucléaire et qu'on l'a développée, on dit surtout ne le développez pas en Afrique. Même chose sur l'énergie fossile. Il y a beaucoup de pays du continent africain qui ont découvert des grandes quantités de gaz. Le Sénégal est un exemple, mais le Mozambique aussi, la Namibie, ils ont du gaz offshore. Et donc, ils seraient tentés de développer de la liquéfaction du gaz et d'avoir accès au marché mondial du gaz. Est-ce qu'on va leur dire non, on ne va pas vous aider à travailler là-dessus parce que nous, on l'a déjà fait et ça pollue? Alors, oui, on essaie d'avoir le dialogue et donc on propose des alternatives comme l'hydrogène vert, mais c'est un débat extrêmement difficile parce que si on veut sortir de la logique de décolonisation, on doit accepter de travailler sur des thèmes qui sont peut-être moins sexy, entre guillemets, pour ici en Europe. Ok, donc vous avez déjà parlé donc quelque chose qui peut être un obstacle pour vos projets, donc le fait que la Belgique et les pays partenaires n'ont pas forcément les mêmes priorités. Est-ce que vous avez d'autres obstacles, donc par exemple d'instabilité politique ou même de manque d'infrastructures sur le continent africain et dans vos pays partenaires? Je dirais que la plus grande difficulté, infrastructure pas particulièrement, oui, dans les zones de guerre c'est compliqué, bon là c'est plus le problème, la sécurité peut être un problème, donc par exemple travailler dans l'est du Congo actuellement qui est en guerre c'est compliqué. On peut avoir des obstacles administratifs, mais je dirais que le plus grand obstacle c'est la gouvernance qui parfois est compliquée et je dirais aussi qu'on doit parfois être plus exigeant si on veut rentrer dans une vraie logique de partenariat. Et éviter cette approche de charité ou cette approche néocoloniale où il y a un peu un rapport de force. Il faut pouvoir, si je vais dans une région du Congo par exemple, le sud du Bangui où je me suis rendu récemment, si cette province du Congo ne reçoit pas de budget de l'État congolais pour se développer et que moi en tant qu'agence j'amène beaucoup d'argent, là il y a un décalage. Donc je pense qu'on doit pouvoir être plus exigeant avec nos partenaires sur
le niveau d'investissement que le partenaire met aussi sur la table. Et donc, vous avez brièvement mentionné la politique locale et la question que beaucoup de gens se posent, surtout maintenant avec l'actualité, donc récemment de Rwanda et avant ça de Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe quand les pays partenaires décident de rompre tous les liens diplomatiques, que ce soit avec l'Europe ou même avec la Belgique? Est-ce que ça a des répercussions sur les actions d'Enabel ou pas vraiment? Oui, ça a des répercussions. Donc les deux cas que vous avez mentionnés, c'est évidemment compliqué. Sur le Rwanda, donc là, il y a une décision de Rwanda de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique en 48 heures. Donc ça, là, on a peu d'influence, des décisions politiques qui ont pour un impact énorme sur les activités d'Enable. Sur le Burkina Faso, là, c'était des coups d'État. Bon, il n'y a pas que le Burkina Faso, Niger et Mali. Guinée aussi. On a 4 pays où il y a eu des coups d'État dans les dernières années. On est resté dans ces pays et moi je plaide, comme on a une agence qui travaille à un niveau technique finalement avec des ministères, des personnes dans ces ministères qui ne changent pas nécessairement quand il y a un coup d'État. Si on veut la pérennité, c'est parfois important de pouvoir aller au-delà de la divergence politique pour pouvoir mettre en œuvre des projets au service des populations. Et donc, en parlant de dialogue, je souhaite aussi qu'on aborde le sujet des diasporas africaines. Est-ce qu'elles ont un rôle spécifique au sein de Enabel et en quoi est-ce que ça consiste s'ils en ont un? C'est des montants énormes et je constate de plus en plus, c'est qu'elles veulent parfois donner au-delà du cercle familial et d'avoir une contribution financière à des projets plus structurants. Et donc là, faire un lien entre nos projets et cette volonté des diasporas, c'est intéressant. C'est ce qu'on fait notamment avec Rebranding Africa, qui organise des sessions particulières sur le rôle des diasporas. Et donc au cours des dernières années, on a renforcé nos liens avec plusieurs associations de la diaspora. Il y a Rebranding Africa, il y a Africa Professionals, il y a Crétasur qui s'occupe, qui est aussi une initiative, il y a Brussels Africa Hub. Donc il y a plusieurs initiatives en Belgique qui essayent de mobiliser la diaspora. Pour moi, ce sont comme vous disiez, le dialogue, ce sont des leviers importants de dialogue, de mobilisation de réseau. Et donc, c'est l'intérêt mutuel qu'on travaille ensemble, en fait. Parce que ces diasporas n'ont pas, même s'il y a le lien avec les pays d'origine, ils n'ont pas le lien nécessairement avec le gouvernement que nous, on a. Et inversement, eux ont accès à des réseaux auxquels nous, on n'a pas accès. Et donc voilà, c'est du win-win finalement de travailler ensemble. Alors, l'interview touche tout à petit à sa fin. Et comme nous sommes avant tout un club étudiant, je souhaiterais dédier les dernières minutes donc à la jeunesse. En fait, j'ai constaté que ces derniers temps, ces dernières années, on dit beaucoup que la jeunesse c'est l'avenir, qu'il faut mobiliser la jeunesse. Et je me pose la question si Enabel a des projets concrets pour justement impliquer la jeunesse, qu'elle soit d'origine belge ou même d'origine étrangère, ou même dans vos pays partenaires, pour qu'ils s'impliquent aussi dans le secteur de la coopération. C'est une excellente question. Mais déjà, moi je dis, plus de la moitié du continent africain a moins de 18 ans, donc on touche, notre public cible de base est une population de jeunes. Et donc qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis récemment en place un conseil consultatif des jeunes, c'est-à-dire d'avoir un mécanisme dans la prise de décision qui permette une consultation des jeunes. Donc on a identifié, on vient de le mettre en œuvre, des jeunes qui représentent à la fois les jeunes de nos pays partenaires et les jeunes belges pour pouvoir challenger la direction d'Enable par rapport aux choix stratégiques ou aux orientations qu'on prend. Donc ça, c'est une première chose, de pouvoir avoir ce contact direct et d'être challengé dans la prise de décision. On a également des programmes spécifiques qui visent la jeunesse. On a un programme qui s'appelle Be Global, qui vise à augmenter la citoyenneté mondiale ou sensibiliser les jeunes à la citoyenneté mondiale. C'était uniquement en Belgique, ça s'appelle Be Global, mais on a décidé aussi de l'élargir et d'avoir des programmes similaires dans nos pays partenaires pour aussi sensibiliser les jeunes de ces pays au fait que leurs problèmes, c'est pas que le problème uniquement de leur pays, mais c'est des problèmes finalement globaux. Le climat est le meilleur exemple. Hein. Si on peut faire comprendre aux gens que le climat, c'est pas qu'un problème belge ou un programme sénégalais, mais que c'est un programme commun. On a aussi le programme Junior, qui est offert à la fois aux Belges et aux jeunes de nos pays partenaires, qui offre une première expérience professionnelle pour des diplômés universitaires, mais pas que, c'est aussi ouvert à l'enseignement technique. Et donc là, on offre des premières expériences professionnelles de 2 ans dans nos projets,
pour des jeunes à la fois des pays partenaires et des Belges. Donc oui, on a toute une série de projets qui touchent la jeunesse. Et alors, pour conclure cette interview, est-ce que vous avez un mot, des conseils à adresser aux jeunes étudiants ou même jeunes diplômés, jeunes professionnels qui souhaitent et qui sont intéressés par la coopération internationale? Ben, je dirais que n'ayez pas peur des coupures de budget actuelles, parce qu'effectivement, si on a l'impression que ça peut donner, c'est qu'avec les coupures de budget, il y a moins de perspectives de carrière. Je dirais qu'au contraire, il y en a beaucoup, parce que la coopération va se réinventer, est en train de se réinventer. Et comme je le disais, le potentiel, enfin c'est ce que je dis surtout à des Belges, la Belgique c'est 11 millions d'habitants, c'est petit par rapport à un monde qui en fait 9 milliards. Et donc le message, c'est, pour moi, la coopération internationale, c'est au-delà, c'est plus de l'aide au développement, mais c'est l'ouverture à l'international tout court et le potentiel du continent africain. Regardez ce qui se passe aux États-Unis et en Europe maintenant. Il y a trop d'attention finalement portée à un seul pays, les États-Unis. N'oubliez pas, le continent africain, avec 4 milliards d'individus, le potentiel que ça représente pour le futur de la planète, le potentiel que ça représente pour des nouveaux marchés, et donc pour des étudiants, moi j'ai un fils qui a 19 ans, qui étudie maintenant en sciences politiques, et ce que je lui dis tous les jours, c'est ouvre tes horizons et ne te limite pas à l'horizon, enfin il étudie en Hollande, à l'horizon européen, et vraiment ouvre-toi à l'international. C'est en accord aussi un peu avec la mission du Madiba de montrer aux jeunes que l'Afrique évolue, qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'il faut pas. C'est pour ça aussi qu'il y a une délégation du Madiba qui est en Côte d'Ivoire actuellement, justement pour chercher des opportunités de travail, de stage, etc. Mais pour te donner un exemple, j'étais en Inde récemment et je suis passé directement en voyage touristique. Je suis passé de l'Inde à la Côte d'Ivoire directement. Eh bien, sans blague, en arrivant à Abidjan, en venant d'Inde, j'ai l'impression, enfin, que c'était plus développé que l'Inde. Alors que l'Inde est un pays qui... Ah oui, très grand pays, ça montre à une ville comme Abidjan, tu te dis, plein de dynamisme, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est l'avenir, quoi, comme on dit. Exactement. Et bon, ben, merci, Monsieur Van Meter, d'avoir fait ça m'a fait plaisir. Voilà, merci, c'était une bonne interview. Ben, merci d'avoir répondu présent à l'invitation, et merci à vous aussi de regarder cette interview, et n'hésitez pas de la liker, de vous abonner à notre compte et également de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux.